mais il semble que celle-ci, désormais, est portée par un autre profil d'individu. Bah, traditionnellement, dans les manifestations, c'est plutôt les Black Blocs qui font les actes de violence. Là, ce qu'on voit depuis le 49-3, c'est qu'une partie des manifestants se sont radicalisés. C'est-à-dire qu'on voit des manifestations un peu partout, c'est plus uniquement aux mêmes endroits. Donc ça veut dire que le profil n'est plus exactement le même. Vous avez des jeunes qui affrontent la police, c'était le cas à Place de la Concorde. Et vous avez tout type de nouvelles personnes qui sont manifestants pour la première fois ou pour la deuxième fois et qui viennent habituellement. Ce que vous aviez habituellement lors des Gilets jaunes, etc. Si vous avez les cortèges habituels, vous avez toujours les professionnels de la manifestation qui venaient, les Black Blocs qui débarquaient pour piller, etc. Plus éventuellement quelques racailles qui faisaient leurs courses à Paris. Là, vous n'avez pas exactement ce cas-là. Et la question qui se pose pour Emmanuel Macron et pour la suite, c'est est-ce que ça va empirer? Est-ce que ça va s'arrêter avec le vote de lundi? Ou est-ce que ça va s'amplifier si par cas la motion de censure est rejetée? Ce qui est probable. Et donc, du coup, il est probable qu'on arrive sur un épisode non pas exactement comme les Gilets jaunes, mais similaire avec des actes de violence en France jusqu'à la promulgation de la loi minima. Si on écoute bien le ministre. Bah, est-ce que les manifestants sont responsables dans la mesure où c'est eux qui ont causé les dégâts? Évidemment, ils sont responsables. Mais la question, c'est qui est le véritable responsable et qui a le pouvoir d'arrêter. C'est le sens de ma question. Moi, je pense que le point essentiel, c'est que c'est le gouvernement qui est responsable. C'est-à-dire qu'autant lors des Gilets jaunes, c'était plutôt les manifestants et le fait qu'ils n'étaient pas encadrés qui a conduit au débordement et au fameux saccage de l'Arc de Triomphe. Cette fois-ci, vous n'êtes pas dans la même situation. C'est-à-dire que continuellement, depuis le début de la présentation du projet de la réforme des retraites par Elisabeth Borne, vous avez un gouvernement qui a, entre guillemets, envoyé balader les manifestants, etc. Ils ont envoyé balader les corps intermédiaires lorsqu'ils ont demandé à être reçus. Ils ont envoyé balader les parlementaires lorsqu'ils ont voulu faire des amendements. Ils ont envoyé balader les sénateurs lorsqu'ils ont voulu mettre en place un vote bloqué. Ils ont envoyé balader maintenant les derniers parlementaires qui restaient lorsqu'ils ont refusé le vote pour mettre en place le 49-3. Et désormais, le message qui est adressé à la population, c'est de toute façon, c'est pas grave, on a le 49-3 et on est tout puissant. Et si Macron le veut, eh ben on le fera. Et je pense que c'est un problème essentiel parce que le 49-3 a été imaginé par le général de Gaulle et par Michel Debré, non pas pour faire face à un blocage de la rue et du peuple. Le 49-3 a été utilisé pour faire un blocage par rapport à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. C'est si par exemple vous avez des députés pour les pas nommés de la NUPES qui déposent 10 000 amendements, bah vous avez le 49.3 pour passer outre des amendements et pour faire face à des députés qui seraient dans une tentative de blocage. Là, vous avez un 49.3 qui est utilisé non pas contre le Parlement, mais contre le peuple en général. Et quand vous arrivez dans cette situation, et ben du coup, ça conduit inévitablement à de la violence. Pourquoi est-ce qu'on a eu des violences lors des Gilets jaunes en 2018? Parce qu'en fait, il n'y avait aucun canal d'expression pour ces gilets jaunes. Ils ne pouvaient pas s'exprimer au Parlement, ils n'avaient pas de députés. Ils ne pouvaient pas s'exprimer dans les corps intermédiaires n'existaient plus. Ils ne pouvaient pas s'exprimer à travers les mairies, parce que les mairies n'étaient pas forcément un bon canal dans la mesure où Macron les méprisait. Et donc vous avez des manifestants qui n'ont plus les syndicats pour pouvoir s'exprimer, parce que les syndicats désormais sont hors jeu avec l'usage du 49.3. Les députés ne peuvent plus s'exprimer, parce que de toute façon avec le 49.3, soit ils votent la motion de censure, soit ils la votent pas. Et donc du coup, quand vous êtes manifestant, quelle méthode d'expression il vous reste dans les démocraties dites Et normales? voilà Et pourquoi si l'état de droit doit être respecté, bah, l'état de droit doit être compris dans la mesure où un peuple doit pouvoir s'exprimer dans une démocratie. Emmanuel Macron peut-il tenir, même si la loi passe, même si le texte, même si la réforme est appliquée et votée? Moi, j'avais une grande théorie, la règle des 33%. Si Emmanuel Macron n'inverse pas la tendance, le quinquennat est terminé. Il est terminé, il est fini politiquement. La règle des 33% est très simple. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas gouverner une population, à moins d'être dans une dictature, quand vous n'avez pas à minima 33% de capital politique. Pourquoi 33% spécifique? On est actuellement 3 sur le plateau. Si vous avez moins de 33, ça veut dire que chacune des personnes qui vous soutiennent se retrouve face à 2 personnes en face. Et donc, évitablement, vous vous enlisez et vous entrez dans ce que j'appelle la spirale de la loue. C'est ce qui avait notamment conduit à la défaite et à l'échec de François Hollande dans son quinquennat, qui était passé durablement sous les 20% très rapidement. Et je pense que si Emmanuel Macron, là actuellement, il n'y est pas. Il est dans la zone frontière parce qu'il y a une marge d'erreur dans les sondages. Donc, il peut être un peu à 33% aux alentours des 30%. S'il n'inverse pas la tendance rapidement, la difficulté, c'est de savoir comment. Eh ben, il arrivera dans un moment où en fait tous ces ministres vont être démonétisés, c'est-à-dire que quand Borne va s'adresser à la télé, on s'en foutra de ce qu'il dira Borne. Pareil pour Dupond-Moretti, pareil pour Le Maire, pareil pour Darmanin. Et en fait, vous allez avoir toute la vague qui va s'entraîner dans la spirale de la loose et vous aurez même les députés de la majorité qui vont commencer à avoir peur en vue de leur réélection, qui vont commencer à lâcher le gouvernement. C'est ce qui s'était passé sous le quinquennat Hollande avec des frondeurs au sein de la propre majorité. Vous aurez Bayrou qui va commencer à jouer sa carte personnelle parce que c'est l'expert en trahison. Et vous aurez Édouard Philippe qui dira Macron, il m'a nommé, mais je le connais plus. De toute façon, il passe son temps maintenant à m'insulter, à dire que du mal de moi, donc je vais lâcher. Et vous arrivez à une Macronie qui va Mais quand vous dites terminé,
William T. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il démissionne, non, ça veut dire on le démet de ses fonctions. Ça veut dire que ça va être vraisemblablement, il lâchera pas ses fonctions au vu de sa personnalité. Voilà, donc terminé. Donc ça va être 3 fainéants. Rien ne va se passer. Il va gérer que les affaires courantes jusqu'à la fin de son mandat. Le Premier ministre va durer entre 6 et 1 an, maximum 6 mois à 1 an. Et vous avez changé de Premier ministre comme ça. Vous êtes de retour sous la 4e République. Et en fait, Emmanuel Macron a été un peu le fossoyeur de la 5e. C'est-à-dire que vous allez retourner dans la 4e. Vous avez changé de Premier ministre tous les 6 mois, tous les 1 an. Et le Premier ministre, à chaque fois qu'il va porter une réforme, il va être abattu par l'opposition sans qu'il y ait de dissolution. Amos. Je pense qu'ils vont devoir voter pour sauver leur poste, mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il a raison? Est-ce que c'est ce que pense la majorité du groupe Ensemble, Renaissance, Horizon, Modem? Moi, je pense qu'ils sont quasiment tous d'accord avec lui. Ils le diront jamais parce qu'il faut sauver le poste, mais en vrai, ils pensent quasiment tous la même chose que lui. Tout le monde pense que Borne n'est pas douée et pas à sa place. Après, il faut la garder parce qu'il ne faut pas qu'elle fasse moins de mandats qu'Édith Cresson pour sauver l'honneur des femmes à Matignon, mais c'est uniquement ça. En vrai, Borne devait sortir il y a très longtemps, depuis au moment où elle a eu uniquement la majorité relative et pas la majorité absolue. Tout le monde sait que les ministres, très peu de ministres ont du poids politique et sont capables de parler aux Français. Il n'y a que Darmanin et Le Maire qui sont capables de parler aux Français, mais eux se préservent en vue de la prochaine élection présidentielle et jouent plutôt leur intérêt personnel plutôt que l'intérêt du gouvernement. Et donc se pose la question de qu'est-ce que fait que ce gouvernement? La plupart des ministres sont inconnus. La plupart des ministres qui sont connus sont non pas connus en raison de leur efficacité en termes de politique publique, mais uniquement parce qu'ils font des conneries. Vous avez Dupond-Moretti avec son doigt d'honneur, vous avez les déclarations de Pape Ndiaye ou les multiples déclarations de Marlène Schiappa, etc. Donc en fait, ils sont plus connus pour leur débordoir que pour leurs actions positives auprès des Français. Donc qu'est-ce qui reste au sein de ce gouvernement? Quasiment plus rien. Et se pose une question, est-ce que vous n'aurez pas plus d'appels comme ça, comme M. Ramos, à multiplier à l'horizon que ce que je disais tout à l'heure sur la cote des popularités d'Emmanuel Macron, à l'heure où le macronisme est en train de s'étioler et s'étriper en dessous des 33% de façon durable, vous aurez de plus en plus de personnes qui vont prendre leur distance parce qu'ils vont retourner dans leur circonscription et qui vont dire « le président, je l'ai soutenu, mais finalement, je ne le connais pas tant que ça, même si je suis à Renaissance, à LREM, finalement, je vais sauver ma propre circonscription, donc je vais commencer à négocier ailleurs. » Et c'est ce que va faire Édouard Philippe et François Bayrou. Oui. Moi, je pense qu'il faut de l'ordre, parce que c'est la chienlit en France. Je pense qu'il faut une vision. Il faut avoir quelqu'un qui soit capable de pouvoir négocier avec les autres chefs de gouvernement, les autres chefs d'État, dans la mesure où Macron est de moins en moins en capacité de le faire. Je pense aussi qu'il faut raisonner avec la majorité à l'Assemblée nationale actuelle. Vous avez 242 sièges pour Renaissance Ensemble et vous en avez 60 pour LR. Donc il faut une personnalité qui puisse rassembler les deux. Donc moi je pense qu'au vu de toutes ces conditions, moi je mettrais Sarkozy. Parce que si Macron m'appelait, il me dirait il faut mettre qui? Moi je lui dirais de mettre Sarkozy. Après c'est ce que lui accepterait parce qu'il a besoin de prendre la lumière. Mais je pense que c'est actuellement un des seuls peut-être avec Wauquiez qui est capable de pouvoir rassembler les deux camps et de dire voilà, moi je propose une vision pour le pays parce qu'il a déjà fait. Avoir de l'expérience, pouvoir tenir une équipe gouvernementale parce qu'il sera respecté en qualité d'ancien président de la République. Et il parle avec Emmanuel Macron. Il parle avec Emmanuel Macron, ils s'entendent plutôt bien de ce qui est dit. Et ensuite, après, il sera capable de pouvoir impulser un agenda gouvernemental pour pouvoir remettre la France sur les rails. Avec la majorité actuelle. Si la majorité change, je proposerai un autre Premier ministre. Mais moi, je pense que c'est le Premier ministre le plus indiqué. Ensuite, après, est-ce que Emmanuel Macron le ferait? Moi, de ce que j'ai compris sur les noms pour remplacer Borne, c'est qu'actuellement, et c'était le cas lorsqu'Édouard Philippe est parti, c'est que Macron a un problème, c'est qu'il ne veut pas quelqu'un qui brille plus que lui. Et malheureusement, souvent, ce que dit Sarkozy en privé, c'est que souvent, lui, quand il va dans une voiture, c'est pour pouvoir conduire la voiture. Donc, est-ce qu'Emmanuel Macron acceptera? Je ne suis pas totalement... Va-t-il voter cette motion de censure, William T? À l'heure actuelle, non, de ce que j'ai compris. Malheureusement, après, est-ce qu'il n'y en aura pas plus? Est-ce que ça ne va pas se rapprocher du décompte final? Je pense que Georges Fenech a plus d'informations que moi, mais vraisemblablement, ce n'est pas totalement exclu parce que lorsque vous aviez le premier... Je vais expliquer pourquoi. Parce que lorsque vous aviez le premier décompte, avant le 49-3, on disait qu'il y avait à peu près 40 députés républicains à 45 qui allaient voter la réforme. Dans le décompte avant 49-3, on a compris qu'il n'y en avait plus que 29 et il y en avait 30 qui votaient contre. Est-ce que dans ces 30-là qui avaient prévu de voter contre la réforme des retraites, vous n'en avez pas 20-25 qui soient capables de passer en faveur de la motion de censure? C'est pas exclu. Vous avez un point qui est personnel aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes député LR, vous êtes fait marcher dessus par le gouvernement et la majorité présidentielle pendant 6 ans maintenant. C'est-à-dire qu'on a expliqué lors de la crise des Gilets jaunes que lorsque vous étiez soutenu Wauquiez, vous étiez un type qui roulait en 4x4, en diesel, en pick-up et que vous fumez des clopes. C'est à peu près ce qu'on vous disait. Vous êtes député LR, on vous a marché dessus pendant 6 ans. On vous a insulté. On a dit que vous étiez un moins que rien. Et lorsqu'Elisabeth Borne engage la responsabilité de son gouvernement, elle dit que les députés LR doivent se regarder dans une glace parce qu'ils ne suivent pas la cohérence de leur position passée. Alors, est-ce que quand vous êtes député LR, est-ce que tout ça joue au dernier moment? C'est pas impossible. Après, il reste un point, c'est qu'il y a beaucoup de députés LR qui ont peur d'une dissolution et de retourner devant le scrutin. Et donc, à l'heure actuelle, il est probable que la motion de censure ne passe pas, mais ce sera tout juste. Si la motion de censure est adoptée, il annonce la dissolution mardi. Il n'a pas le choix, parce qu'il avait promis, donc il le fera. Si par cas la motion de censure n'est pas adoptée, soit il annonce le départ de Borne,
Soit il dit, au vu du regard du contexte dans le pays, il retire le texte, ou en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions en fait. Et donc, à ce moment, comme il ne retirera pas le texte, vu que ça lui a coûté politiquement d'arriver à cette situation-là, et qu'il ne va pas aboutir à la dissolution, il va annoncer le départ de Borne. En tout cas, est-ce qu'il va l'annoncer immédiatement ou il va annoncer dans les prochains mois, je mènerai des consultations avec les oppositions politiques pour aboutir à un nouveau gouvernement. Bah, ça, il a déjà dit. Voilà. Et il va aboutir dessus. Donc, je pense qu'il va dire ça concrètement. Et la question ensuite, c'est pas celle-ci. La première question, c'est la question de la majorité, mais c'est surtout la question de sa politique à lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il cherche une nouvelle majorité pour faire exactement la politique sur laquelle ça l'a mené au mur. La question qui est clé, qu'on attend d'Emmanuel Macron, c'est quelle sera sa politique et quelle sera sa vision pour essayer de rebondir par rapport à la situation dans laquelle on est actuellement. On a des problèmes d'ordre, on a des problèmes de finances publiques, on a des problèmes de stabilité financière avec les banques qui tombent et comment on fait pour sauver notre dette et notre solvabilité et assurer la sécurité et les problèmes migratoires dans le pays. Et c'est tout ça qu'on lui demande avec un nouveau Premier ministre. Son d'image, parce qu'Anne Hidalgo soutient l'opposition contre la réforme des retraites. Quand vous regardez la grève des éboueurs, si je ne me trompe pas, il n'y a que 16% des éboueurs qui sont. Oui, ils sont 1 sur 5. 1 sur 5, à peu près 20%. Absolument. Un peu plus que j'avais. 6%, ils sont. 6%. Moi j'avais entre 16% à peu près. En tout cas, beaucoup veulent travailler. Beaucoup veulent travailler. Voilà. Et donc, du coup, ils sont empêchés de travailler par à la fois les centres d'incinération et par ceux qui bloquent les accès. Et donc, du coup, le gouvernement est tout à fait légitime à pouvoir réquisitionner ou ouvrir de force le passage. On a Anne Hidalgo qui bloque. Mais pourquoi est-ce qu'Anne Hidalgo bloque? Parce qu'elle se dit qu'en soutenant l'opposition à la réforme des retraites, elle gagnera des voix en vue de sa propre élection en 2026. Donc, se joue uniquement, non pas une question de conflit personnel, mais uniquement d'ego personnel d'Anne Hidalgo, qui essaie de faire oublier son affaire de notes de frais pour essayer de se propulser en vue de la municipale 2026, au vu de son bilan calamiteux, c'est de surfer sur l'opposition contre la réforme des retraites. Et moi, je pense qu'il faut poser une question sur Anne Hidalgo, avec tout ce qu'elle a fait. Je pense qu'il faut à la fois réquisitionner les éboueurs parce que comme l'a rappelé Ludovico, c'est une question de santé publique, et je pense qu'il faut aborder une autre question, c'est celle de la mise sous tutelle de la mairie de Paris par l'État, dans la mesure où même s'il n'y avait pas de problème d'éboueurs et de poubelles, on avait des problèmes partout dans Paris. Et donc je pense que le gouvernement doit avoir le courage, au moins, ce serait une bonne action, de mettre Paris sous tutelle. Qui même avant les manifestations et la grève des éboueurs autour de la réforme des retraites, était devenu, pardonnez-moi, dégueulasse. Moi, ce qui me fait peur, c'est que cette chanson fasse à l'hymne officieux des Jeux Olympiques de 2024 de la part des touristes. Mais d'ailleurs, ils ont mis un rat, je crois, c'est une nouvelle hymne. Non, mais c'est possible, parce qu'en fait, moi, quand vous allez sur TikTok ou sur différentes plateformes, vous voyez les différents touristes décrire l'état de la capitale. Ouais. Donc, il n'y a pas uniquement que les Parisiens ou ceux qui viennent à Paris qui décrivent cet état-là. Quasiment tout le monde vit cet état-là. Et la question qui se pose, c'est comment la mairie, Anne Hidalgo, ne voit pas le même état que nous. Et donc, le fait que Paris soit saccagé. Je pense que ça pose plusieurs questions. La première, c'est quelles sont les compétences d'un maire et les responsabilités d'un maire. La deuxième, c'est est-ce que le gouvernement doit intervenir ou pas. Et la troisième que je vois, c'est ensuite comment on fait pour restaurer notre capitale à 500 jours des JO. Je crois qu'on a donné le coup de départ des 500 jours il y a quelques jours. Et donc comment on va faire pour remettre Paris en marche, que ce soit au niveau de la propreté, au niveau de la dégradation, des finances publiques, de la sécurité, des rats, etc. J'ai l'impression qu'on a des problèmes illimités, que vous pouvez me donner 1 heure, je n'arriverai pas à toutes les dénommé. C'est le bac, c'est le baccalauréat. Ça nous ramène tous à notre propre bac. Moi, je pense que déjà, mettre les élèves dans une incertitude alors qu'ils préparent une épreuve est déjà compliqué. C'est-à-dire que déjà, ils doivent préparer leur épreuve. Si en plus, ils doivent avoir l'incertitude sur le fait que l'épreuve ait lieu ou pas, ça rend la chose plus compliquée. Le deuxième point, c'est l'argumentaire qui est tenu. On est là pour sauver votre réforme. Mais pour sauver la réforme des retraites, il faut bien que des enfants soient diplômés, travaillent pour financer le système de retraite. Donc déjà, l'argument ne tient pas. Le deuxième point, c'est que moi, j'ai toujours un problème avec le droit de grève. C'est que autant le droit de grève est constitutionnel et aller manifester est tout à fait constitutionnel, et même parfois légitime au regard des revendications, et on peut saluer des personnes qui s'engagent pour des causes plus grandes qu'eux. Mais moi, j'ai toujours un problème avec des personnes qui, lorsqu'ils font grève, essayent de pourrir la vie des autres. Ceux qui essayent d'aller travailler, ceux qui essayent de se déplacer, ceux qui essayent de se déplacer pour aller prendre une épreuve. Et donc, je pense que je suis parfaitement d'accord avec le parent d'élève qui dit qu'en fait, une partie des Français est prise en otage entre les grévistes et Emmanuel Macron, et au final, c'est eux qui vont payer la note, in fine, que ce soit sur la réforme des retraites et au final des 2 mois de préparation de la réforme.